Bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'asseoir avec Steve Larose, qui est gestionnaire en immobilier et marketing chez MJT Larose, l'entreprise derrière le succès du célèbre marché aux puces du secteur maçon-Angers. Cette entreprise familiale qui a vu le jour en 1959 est un énorme pilier économique de la région depuis ses tout débuts. Steve, bienvenue à l'émission. Je remercie d'avoir pris du temps pour nous autres aujourd'hui. C'est la deuxième fois, je pense, que tu viens dans nos studios, right? Oui, c'est la deuxième fois. C'était avec qui la dernière fois, tu viens-tu? C'était avec Sylvain, je ne me trompe pas. Là, ok, ça se peut, ouais, cette entrevue, ouais. Je me demandais si c'était Sylvain ou Mathieu avec... c'était quoi? Non, je cherche un nom d'émission. Ça me revient pas. Tu vois, j'en ai trop fait. Ça fait trop longtemps que je suis, j'ai oublié les noms. Mais t'es en forme pour là, ça? J'ai vu que t'as repris le karaté, ça fait du bien? Oui, ça fait du bien. Oui, j'avais commencé en septembre dernier, en même temps que mes garçons ont commencé en septembre. Ça faisait un petit 16 ans que je n'avais pas fait. Un petit peu raqué au début. Là, ça se replace. Là, j'ai repogné le swing. Je connais le feeling. Moi aussi, j'ai recommencé avec mes enfants dans le temps. Je sais pas quelle année, c'est peut-être 2018. Chose comme ça. Puis, mais ça revient vite, je trouve, pareil. Comme c'est un peu comme aller en patin. Tu sais. Non, la vie va tellement vite, surtout avec des enfants, justement, l'entreprise, tout ça. J'ai 16 ans, mais il me semble que ça fait pas si longtemps. Là, c'est vrai, ouais, je regarde les dates, par exemple, oui, c'est ça. Donc, oui, ça revient vite. Là. C'est plus le souffle puis le physique qui prend un peu plus de temps, là, mais après une couple de mois, ça revient. Là. Comment tu te sens le lendemain? Oui, ouais, c'est ça, plus raqué que 16 ans. Là. C'est plus la période de récupération est un petit peu plus longue. Mais c'est une affaire de famille avec tes enfants, mais là, ton frère aussi fait du karaté. Écoute, le premier dans la famille, c'est mon parrain, c'est Germain. C'est le frère de ma mère. Donc, j'ai commencé à 4 ans là, avec lui. Là, on était baignés dedans de naissance. Là, donc, il y a lui. Mon père l'a fait longtemps aussi. Ça, je me demandais si avec Germain dans le temps, quand il était jeune. Après ça, moi et mon frère, on a fait pas mal. Là. Écoute, on a été sur le quai du Québec plusieurs années, puis l'équipe canadienne aussi. Là. Puis ces expériences-là que tu as vécues, en quoi ça t'a apporté pour, mettons, dans ton quotidien au niveau du travail? J'imagine que tu apprends au niveau discipline, persévérance, ces choses-là. C'est-tu des valeurs qui t'ont assez suivi? Parce que à partir de l'âge de 4 ans, on s'entend que ça a une influence sur toi. Est-ce que ça t'a suivi dans ta vie professionnelle? Écoute, à 100%, c'est certain que tout l'esprit de persévérance, on le dit tout là à chaque fin de cours, là, dans l'appel à persévérance et le travail, on atteint notre but sans faute. Donc, ça, je pense, à tous les jours, ça me trotte dans la tête. Je pense que c'est vraiment des valeurs. C'est pas juste au karaté, c'est n'importe qui, je pense, qui a fait des sports, puis moi, à moyen niveau là, aussi. Là, on apprend à vivre avec l'adversité, l'échec, la victoire, la discipline, la persévérance. Tout ça, je pense que c'est des super bons outils là, pour dans la vie de tous les jours puis en affaires. Là. Tout à fait. On va parler de l'encan, mais tant que dans le sujet, j'aime ça parler karaté. Tu as participé des championnats canadiens, c'est ça? Oui, pendant 9 années en ligne. OK, quand même. De 14 ans jusqu'en 2006. Ça, c'est à travers... Ça fait que c'est partout au Canada, dans le fond, que tu as voyagé. J'imagine que tu as des compétitions à l'extérieur. Là, c'était pas... Non, tout à fait, c'est ça. Ça a été à Vancouver, à Calgary, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick. J'ai fait le tour du Canada avec ça. Hein. C'est cool, pareil, de faire ça à cet âge-là. Là. C'est des belles opportunités que pas beaucoup de gens de ton âge ont pu vivre, avec qui tu pourrais comparer. Là. Non, c'est certain. On peut, quand je jase avec d'autres, là, c'est certain, le groupe qu'on était, on était quand même un bon petit groupe d'une vingtaine là, qui participait. Une vingtaine qui venait de Karaté Kama. Mais at large, là, excusez-moi les anglicismes, ça va sortir au naturel. C'est bien correct. At large, je dirais que c'est certain que c'est pas tout le monde qui vivait ça. Là. Ils vivaient aussi dans d'autres sports, le hockey, entre autres, là, qui vivaient ça. Là. Mais non, c'est une expérience là, assez intéressante. C'est un bon bagage que je vais me rappeler toute ma vie. Puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai inscrit les gars-là. Puis là, je suis content. Ils aiment ça aussi jusqu'à date. Ils trippent eux autres aussi. Là, donc, ils sont rendus quel niveau? Ils sont ceinture jaune. Okay. Puis en même temps, j'aide d'enseigner aussi leur cours. Fait que c'était un peu aussi pour les montrer l'exemple. Ouais. Puis quand tu étais plus jeune et que tu faisais ces compétitions-là, est-ce que tu étais capable d'en prendre conscience à ce temps-là, de faire comme ouais, c'est fou, qu'est-ce que je vis? Bon, c'est plus avec le recul que tu regardes ça et tu te dis comme hey, c'est débile ce que j'ai vécu. Écoute, il y a une partie, c'est certain qu'il y a une grosse partie, oui, j'en prenais conscience, puis je suis quelqu'un qui prend acte de ça beaucoup. Là.
Donc, oui, c'est certain qu'en vieillissant, il y a d'autres choses que je réalise, que j'ai acquis aussi pendant ces expériences-là, qui me servent aujourd'hui, que j'avais peut-être moins pensé dans ces années-là. Là. Côté justement persévérance, puis face à l'adversité, là, des fois, quand je me rends compte que d'autres personnes, face à l'adversité, ont plus de misère, que je suis comme, ben, voyons donc, tousse-toi les manches ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est vraiment. Je pense que j'ai vraiment pris conscience là, au moment, la plupart des choses. Là. Puis j'imagine aussi l'idée de mettre du travail de travailler fort pour obtenir un succès, parce que on s'entend que tu ne compétitionnes pas à ces niveaux-là sans avoir travaillé bien fort. Tu sais. Non, exactement. Surtout, écoute, ça, je dois dire, c'est une chose que ça apporte beaucoup. Germain, c'est beaucoup une valeur importante pour lui. Mais c'est un petit peu aussi c'est pas un petit peu, c'est beaucoup une valeur familiale sur le côté de ma mère. Ma mère est beaucoup de même, fait que la discipline, là, tu sais, je pouvais pas, adolescent ou jeune âge, je pouvais pas trop pas me lever le matin pour aller travailler. Là. Surtout que c'était mes propres boss, c'était mes parents. Fait que, j'avais comme pas trop d'excuses. Exactement. Exactement. Donc, c'était style de vie-là, cette discipline de vie-là, je l'ai toujours eu à cause de ma mère surtout. Mon père aussi, mais c'est vraiment ma mère, la discipline un peu comme au karaté, là, Germain. Puis c'est à partir de quel âge que tu as commencé à t'impliquer au niveau de l'entreprise familiale? Écoute, ça dépend ce que tu veux dire par impliqué. Parce que au plus petit niveau, mettons. OK, mais écoute, puis ça, c'est intéressant parce qu'il y en a souvent qui me posent la question, c'est à quel âge que quelqu'un devrait s'impliquer pour le transfert de l'entreprise d'une génération à l'autre dans l'entreprise familiale. Puis il n'y a pas vraiment d'âge. Là. Écoute, moi, je te dirais, aussi là, à 4-5 ans, j'allais... c'est une petite anecdote, l'exemple. Mon père, dans le temps, c'est lui qui faisait le déneigement. Puis il y avait un tracteur, puis... le soir, quand il allait, je voulais absolument ça à l'air, parce que je me rappelle pas, j'avais 4-5 ans. Ça a l'air, je voulais absolument aller avec lui. Fait il m'avait installé un petit banc comme d'autobus là, en arrière de lui. Puis il m'installait là, puis à chaque fois que là, je tombais endormi, puis je me cognais la tête sur le bord. Et quand il me levait, là, je pétais une crise. Là. Donc, il m'avait même mis un casque de hockey là, pour que. C'est bon. Puis je me rappelle, j'étais tout jeune là, à ces années-là. Là, mais j'ai essayé de pelleter les entrées. Là. Dans ma tête, c'était des grosses bords de neige, mais probablement que c'était des normales. Là. Mais non, écoute, là, je dis ça à 4-5 ans, mais aussitôt que j'avais 10-11 ans, là, je commençais vraiment plus régulièrement à travailler. Là, je faisais pas des 40 heures semaine, là, mais tu sais, la fin de semaine, exemple, là, je vais aller nettoyer les toilettes ou ramasser des tables de vendeurs à l'extérieur là, du marché aux puces. Donc, c'était vraiment assez jeune, puis c'était on a toujours eu un milieu vraiment familial. Même aujourd'hui, j'arrive dans le bureau, on a un bac à jouets là, pour nos enfants. Fait que, on travaille, mais on est aussi. C'est un peu notre deuxième maison aussi. Là. Mais c'est fou de penser parce que je pensais à ça en préparation de te rencontrer, que si tu regardes toutes les entreprises du secteur, hein, il n'y en a pas gros, puis même, du moins de cette ampleur-là, là, qui ont passé à travers, ça fait 3 générations, c'est ça? Fait que c'est 3 générations de la rose, de l'encan qui roule, puis qui change, puis qui se transforme. C'est assez spécial, pareil. Là. Puis là, vous avez fêté vos 60 ans, il y a 2 ans, je pense? L'entreprise a commencé en 1959. OK. Donc, c'est ça. Dans le 2 ans, ça a fait 60 ans. Là. Fait que c'est spécial, là. En fait, c'est rare, pas juste ici, mais au niveau provincial ou même canadien. Il y a comme, je pense, c'est 11% quelque chose comme ça des entreprises qui se rendent pas à la 3e. OK. Donc, c'est un défi de société, là, je te dirais. Mais oui, c'est certain que c'est un défi, mais c'est aussi le fait de travailler en famille et tout ça, ça a ses défis, mais ça a aussi ses grandes forces. Là, donc, penses-tu que c'était ça qu'on peut allouer, le fait que ça dure aussi longtemps? Le fait que ça reste. Mais les entreprises familiales, même si je dis qu'il y a 11-12% qui ont la misère à se rendre à la 3e, si tu regardes globalement les entreprises, le pourcentage n'est pas haut qui serait en 60 ans non plus. Non, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a une force de longévité par rapport à l'entreprise familiale parce qu'ils sont capables de passer à travers les épreuves le plus. Mon plus vieux souvenir de l'encan, c'est
Dans le temps que, écoute, je figure, j'avais 4-5 ans. C'est vraiment juste un petit souvenir comme visuel, là, que je marche dans une des bâtisses. Je sais pas c'était quoi à cette époque-là. Fait que figure des années 80 quelque part. Où est-ce que c'est des enclos avec les animaux, là. Puis j'étais avec mes parents. Puis c'est ça, je me sens que c'était des cochons là, qu'il y avait en arrière d'un enclos, tu sais, puis il y avait plein de monde, tout ça. Puis c'est mon plus vieux souvenir, c'est weird. Parce que j'ai comme ce souvenir-là, puis après ça jump genre les années 90, mettons, tu sais. Mais je me demandais, toi, c'est quoi ton plus vieux souvenir de la place? Écoute, c'est pas mal la même chose parce qu'on n'a pas une grosse différence d'âge. Ouais. Moi, c'est dans les années 80, justement, dans les enclos, c'est jouer à cachette avec mes cousins. Donc, c'est pas mal ça, là, dans le fond, l'encan d'animaux. Là, de là, le mot encan, parce que c'est depuis 89, je pense qu'on a fait 88-89 qu'on a fermé l'encan d'animaux, mais le nom encan a resté depuis. Donc, c'est ça, depuis mon plus vieux souvenir, c'était dans ces années-là, de l'encan d'animaux. Là. OK. Puis ça a commencé comment, dans le fond? C'est ton grand-père qui a parti ça? Oui, dans le fond, lui, il avait début quarantaine, puis ça faisait un bout qu'il voulait se lancer en affaires. Puis il y avait la ferme familiale, qu'elle, je pense que c'est comme la 6e en ce moment, là, 6e ou 7e génération. Mais il y avait la terre, mais puis là, il y avait en jasant avec des amis puis d'autres personnes, il voulait se lancer en affaires, puis il voulait partir en encan d'animaux. Donc, je crois qu'il avait emprunté comme 200 ou 300 pièces à sa mère pour commencer. Ah oui? C'était juste pour pouvoir comme vraiment lancer l'encan d'animaux, puis il a fait venir les farmers qui voulaient faire des transactions d'animaux. Puis il a commencé comme ça. Puis là, ça a grossi vraiment l'encan d'animaux. Puis c'était juste l'encan d'animaux, c'était juste les mercredis au départ. Et plus que ça devenait populaire, plus qu'il y a plus de gens qui venaient aux encans. Donc, par le fait même, c'est greffé naturellement. Après ça, les marchands extérieurs qui venaient vendre comme des produits dérivés de la ferme, tout ça. Puis de là que le marché aux puces a venu au monde. Puis là, par la suite, ma grand-mère a parti le petit restaurant casse-croûte qu'il y avait dans le temps. Là. OK, c'était ta grand-mère qui avait ça. Ouais. Mais moi, là, je mélange peut-être des affaires, par exemple, parce que son restaurant, il était où? Écoute, il y avait les enclos, il y avait l'auditorium pour l'encan d'animaux. Okay. Juste à côté, dans la même bâtisse, là, il y avait le casse-croûte. Là. OK, non, je pense pas, j'ai pas souvenir. Parce que la partie marché ou centre d'achat qui est là, ça, c'est arrivé juste dans les années 90, je me trompe. Oui, c'est ça, exactement. Donc, par la suite, là, ça a grossi. Là, le marché aux puces dans les années 60. 70-80, ça a été les grosses années du marché aux puces. Là, on est monté à plusieurs centaines, de 300-400 vendeurs extérieurs. Donc, l'encan d'animaux était rendu comme le à côté. C'était vraiment le marché aux puces qui était le gros de l'entreprise. Puis là, il y a eu d'autres casse-croûtes que ma grand-mère et mes tantes ont fait. Dont un qui avait à l'autre côté de la rue où les bâtisses de Promutuel puis où les toits de vendeurs présentement. Là. Il y a eu un casse-croûte là. Après ça, il y a eu un à côté quand on a parti le beurre, mais il y avait le restaurant aussi qui était comme joint au beurre. Ça, c'était le début des années 80. Donc, c'est ça par la suite. Là, ça a grossi. Là. Ouais. C'est au début des années 80, je pense que ça passait dans les mains à ton père. Mais là, je pensais que c'était juste ton père, hein, mais dans le fond, ils étaient trois, eux autres aussi. Oui, exactement. Dans le fond, il y avait de là qu'on s'appelle l'entreprise, c'est MJT La Rose. Il y avait mes oncles Michel et Tony, plus mon père Jean, donc MJT. Ah, OK. Ils ont racheté, c'est ça, début des années 80 de mon grand-père. Et par la suite, le début de l'année 2000, Michel a vendu ses parts. Puis là, peut-être une dizaine d'années à peu près, Tony a vendu ses parts à mon père. OK. Ouais. Mais il me semble, je me trompe-tu? Ben non, c'était toujours ton père qu'on a vu en avant-plan, parler dans les médias ou ces choses-là. Ben oui, surtout. Qui est mieux jaser que les autres, je sais pas. Ben oui, je te dirais, Michel, il est capable de jaser aussi. Okay. Tony est une personne plus réservée. Okay. Mais je te dirais, c'est plus parce que mon père s'occupait du marché ici. Tony, on avait un autre marché dans Laurentides, à Prévost. Marché aux puces Lesage à Prévost, quand même un assez gros, là, un petit peu plus gros que celui d'ici. Puis Michel, lui, mais assez je te dirais, des années 80 puis 90. Ils ont investi beaucoup aussi dans le temps. Ils ont acheté des condos et plus tard un hôtel, mais dans le sud. Surtout au Venezuela. Là, Michel, il reste là, les citoyens vénézuéliens. Ouais. C'est lui, par après, qui a vendu ses actions aussi, mais il a aussi acheté quelques campings dans le coin, comme le Lac-Vert, des choses comme ça. OK. Ouais. Puis,
Je sais pas si est-ce que vous en êtes conscient à quel point c'est comme un point central du coin? Parce que moi, je trouve ça drôle au bout, le nombre de fois que je me suis fait arrêter par quelqu'un, mettons, je marche sur le bord de la rue, puis souvent, c'est des Ontariens qui vont arrêter, qui font where's the flea market? Tu sais, là, je te dis, OK, ouais, mais tu continues par là. Au moins, ça m'est arrivé, je pense, 5 fois dans ma vie, quelqu'un m'arrête pour savoir il est où le marché aux puces. On est quand même conscient, oui, c'est certain. Écoute, les gens d'Ottawa disent, quand ils veulent parler d'un marché aux puces, ils parlent de Lancan. Donc, ils disent Lancan, mettons, ils veulent parler de Saint-Eustache, je vais dire Lancan de Saint-Eustache. Mais c'est juste en Ottawa qui appelle ça un Lancan. Okay. Parce que c'est un marché aux puces, c'est pas un Lancan. Ouais. Mais je pense, parce que comme on était rentré dans la culture tellement que. Ouais, hein? Oui, non, c'est ça. Puis c'est sans prétention. Là, je pense que oui, on était quand même un point central, le côté touristique. Le marché aux puces, en tout cas, là, qui a été pendant beaucoup d'années. Ouais. Mais, parlant du marché aux puces, moi, ma première job, c'était ça. Un commerçant, là, qui s'appelait Michel, puis... c'est quoi le nom de... Je me souviens plus de sa femme, mais Michel, qui s'appelait le bonhomme, puis c'est ça. Il vendait quoi pour le fun? Il vendait toutes sortes de cossins, là, mais je sais comment c'était. Mais c'était bien des lunettes de soleil, il y avait des vêtements, puis des films pour adultes. Ah, OK. Écoute, dans une caisse, il y avait de tout, puis c'est normal. C'est ça que c'est un marché aux puces. Ah oui. Écoute, il y a beaucoup de monde qui me dit ça. Ça a été ma première job ou ça a été ma première entreprise. Parce qu'il y en a qui se sont lancés en affaires, tu sais, de tester un nouveau produit, des choses comme ça. Des fois, puis là, on en voit beaucoup, par exemple, qui s'essaient et ça marche pas aussi. Ouais. Mais il y en a des fois qui viennent à bout de percer, là. Donc, ça, c'est le fun à voir. Parce qu'on dit, OK, fait que on les voit aller plus loin, puis on voit que ça fonctionne. Mais il y en a beaucoup que ça a été... Je dirais, surtout dans les années 70, il y en a beaucoup que c'était comme leur premier emploi, là. OK, ouais. Mais tu vois, moi, c'est ça. Moi, c'est les années 90, fait qu'il y en avait encore. Mais ça me donnait l'impression, puis tu sauras me corriger si je me trompe, mais j'avais l'impression que les années 90, ça a été comme les années plus creuses peut-être de l'encontre. C'était pas autant le spot in que ça avait été dans les années 70-80, puis qu'il y avait comme une tendance à essayer de trouver son identité peut-être à travers... Tu sais, c'était... Puis tu sais, c'est ça, le temps des marchands, ils vendaient des drôles d'affaires aussi, là, tu sais, comme d'autres, c'est... Mais il faut le mettre dans le contexte, puis c'est vrai, dans le fond. Les grosses années, ça a été les années 70-80. Ouais. 90, ça a été encore très bon, mais à partir des années 90, tranquillement, puis on dit en toute franchise, là, le nombre de marchands diminue d'année en année, puis ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a plusieurs raisons. Écoute, des années 90, avant ça, on était les seuls qui étaient ouverts, exemple, les dimanches. Okay. Après ça, mais il y a eu les grandes surfaces qui sont arrivées dans les années 90. Après ça, il y a eu l'Internet, évidemment. Donc, tu sais, veux pas, tranquillement, la place dans le marché, dans l'économie qu'un marché aux puces occupe, a été un petit peu squeezé à travers les années. Là. Puis on n'est pas tout seul comme ça. Là. Partout en Amérique du Nord, ça a eu le même effet, ces marchés aux puces. Là. Mais de là que vous êtes adapté, puis c'est devenu... Parce que le premier marché, dans le fond, pas marché, mais le premier comme centre d'achat, si tu veux, c'était dans les années 90. C'était quoi donc? Tu avais une épicerie... Oui. Je cherche le nom. Oui, mais écoute... C'était pas un nom super connu. Ben, il y a eu, au début, justement, c'est ça, nous, on avait les bâtisses de marché aux puces, puis là, où il y avait l'Encan Animaux qu'on a fermé en 80... Écoute, je pense que c'était en 88, là. Okay. J'avais 4 ans, là. Fait, excuse-moi, je sais pas tout à fait l'année, là. Mais en 92, on a construit le centre d'achat. Ouais. Les premières années, l'épicerie qu'il y avait là, c'était DAO de la Petite Nation. Ça me dit rien. Après ça, il y a eu le marché de tradition. Tradition, c'est ça. C'est ça. Mais le marché de tradition, ça, c'était nous qui étions propriétaires. Ah, OK. Du marché de tradition, puis on avait les gérants qui s'en occupaient. On l'a eu pendant une dizaine d'années. Ah, quand même. Ouais. Mais c'est ça, mais à quoi je l'en ai, dans le fond, c'est que c'était une adaptation de dire, j'imagine pour vous autres, OK, mais tu sais, le marché aux puces, c'est plus ce que c'était, qu'est-ce qu'on va faire d'autre, tu sais, dans le fond, je peut-être lancer la question, c'est quoi qui s'est mijoté de votre côté, de dire, ben, OK, mais qu'est-ce qu'on devrait faire, puis qu'est-ce qu'on veut devenir, dans le fond, c'est plus tant ça la vocation. T'sais. Écoute, ça a été, je pense, notre histoire de la business, ça a été beaucoup ça, l'adaptation, puis savoir profiter des opportunités qui se présentaient devant nous. Des fois, ça a fonctionné, des fois que ça a fonctionné moins bien. Au début, c'est ça, c'était l'Encan Animaux, après ça, le marché aux puces. Là, on a commencé avec, quand on a fait le centre d'achat, mais là, on a commencé à avoir, dans le fond, de l'immobilier commercial. Puis là, on a été comme ça pendant un autre bon 10-15 ans. Puis
Après ça, on a fait aussi d'autres projets, là, mais dans l'immobilier commercial, en 2012, maintenant, on a construit le IGA. Là, après ça, on a rénové les centres d'achat parce que les gens coûtent dessus, puis présentement, qu'est-ce qu'il y a? Là, on a fait les 2 constructions devant, là, où les bureaux de Promutuel, Pizza Salvatore, les autres, là, dans le fond. On a réussi à avoir le Saint-Hubert à côté de nous. Donc, tout ça, dans le fond, c'est le gros de notre entreprise présentement. Là, le point central, c'est l'immobilier commercial. Mais quelqu'un me disait ça justement, comment est-ce que là, quand on passe, il y a comme encore l'endroit où je pense que vous recevez encore des commerçants, dans le fond, là, il y a encore un encan, dans le fond, à l'extérieur. Ben, c'est pas un encan, mais un marché aux puces, si tu veux. Mais c'est comme en arrière de la bâtisse, Promutuel et... Exactement. Oui, c'est ça. On a toujours nos toits de vendeurs là. Parce qu'on m'a demandé, tu sais... On a le marché aux puces intérieur aussi, qui sont ouverts 3 jours semaine, comme avant. On a tous ces marchands-là. Puis l'été, on a les marchands extérieurs, là, comme d'habitude. C'est certain, on ne trouvera pas, comme des années 70, là, les 400 vendeurs qu'on avait, là, mais quand il fait beau, une fin de semaine, on a peut-être une centaine de vendeurs extérieurs. Là. Quand même. Puis là, on a une formule, on fait des événements aussi, donc, exemple, des méga-ventes de garage régionales. Ça, l'année passée, l'année passée, c'était la première année sans vraiment restriction sanitaire. Donc, on a eu le marché aux puces extérieur, là, les ventes de garage. On avait au-dessus de 100 ventes de garage en plus des marchands habituels. Donc, ça a été bien. Mais c'est certain que c'est vraiment... notre point central, c'est vraiment l'immobilier commercial. Puis par le fait même, à travers les années, il y a eu les différents projets. Donc, je parlais du bar de l'Encan tantôt, qui a ouvert début des années 80. Donc ça, c'est sûr que c'est une de nos entreprises d'opération qui fonctionne très bien présentement, puis que c'est notre principale entreprise d'opération. Donc, il y a elle qui fonctionne bien, puis on a aussi sur le marché aux puces, puis on s'en vient avec d'autres projets aussi, là, plus d'immobilier. Je vais en reparler du bar parce que je trouve que c'est quand même un success story, là, mais pour revenir au marché aux puces, est-ce que le fait que vous gardez ça, c'est-tu parce qu'il y a encore de la demande? C'est parce que vous avez dit on veut garder encore cette identité-là qui est comme traditionnelle, si tu veux, d'avoir encore des marchands qui viennent chez nous? Puis... Non, je te dirais c'est plus qu'on le garde. Pour être franc, c'est qu'on le garde jusqu'à temps qu'on ait un projet d'envergure qui s'en vient là, dans les prochaines années. OK, les choses que tu me dis, toi? Oui. OK. Fait que c'est... Mais puis à ce moment-là, on garde-tu le même nom? Parce que c'est encore écrit Encan la Rose, marché aux puces. Non, écoute, l'Encan la Rose, c'est le marché aux puces. Fait que tant que le marché aux puces est ouvert, lui, il va s'appeler Encan la Rose. Mais c'est sûr que le projet qu'on va faire, ça n'a aucun lien avec ça. Donc, le nom, ça ne sera pas la même chose du tout. Là. Le bar, par exemple, on va en parler tantôt, mais le bar, pendant longtemps, c'était la brasserie du marché. Après ça, le bar du marché. Ça. Puis après ça, on cherchait un nom, mais j'écoute, tout le monde nous appelle l'Encan. Je vais le bar de l'Encan, c'est l'Encan. Ah ouais, t'as pas le choix. Les jeunes, quand on dit l'Encan, demande à un jeune c'est quoi l'Encan, on dit c'est un bar. Ouais, si tu le dis à quelqu'un de, mettons, 40 ans et plus, mais c'est un marché aux puces. Ouais. C'est drôle, hein? Oui. Mais regarde, parlons-en, parce que j'ai trouvé que dans les dernières années, puis j'imagine que, en gros, une bonne partie qui a dit te revient à toi, parce que c'était... je me trompe-tu quand je dis que c'est plus toi qui chapeaute? C'est moi et mon frère surtout, puis c'est certain qu'on a des très bons gérants aussi, là, donc une équipe, là, parce que... C'est une équipe. Moi, j'ai aucune idée comment faire les drinks. Là. Ben oui, tout à fait. Ça, j'en suis bien conscient, mais je parle plus de la vision de ce que c'est devenu parce que, tu sais, c'était plus comme en tout cas, ma perception d'extérieur. C'est sûr que j'étais pas. Je sais même pas si je suis déjà allé quand plus jeune, mais c'était comme plus taverne, c'est devenu plus pub. Écoute, ça a été vraiment voulu qu'on fasse le changement. Justement, pour faire une parenthèse par rapport à l'historique, un resto-bar qui est ouvert depuis 42 ans, 43 ans, c'est assez rare. Fait que ça, premièrement, c'est une chose qu'on est très fiers, qu'on a pu... mais à travers les années, c'était vraiment une taverne au début. Là. Ouais. C'était vraiment ça, puis c'était visé pour ça, parce que dans le temps du marché aux puces, puis l'encan d'animaux, mais c'était souvent les fermiers qui venaient... après avoir fait leur encan, ils venaient prendre une bière. Fait que c'était comme un peu ça la vocation au début. Par la suite, mais c'était vraiment taverne. On avait un petit peu de restauration, mais pas énorme. Là. On a rajouté la restauration de plus en plus. Okay. Mais pendant longtemps, on a eu je vais le dire comme ça là, en anglais, le branding de taverne.
Puis on essayait de faire changer ça, mais c'était comme difficile. Ouais. Puis dans les dernières années, mais là, on a dit, OK, il faut vraiment faire un effort de plus pour ça. Fait qu'on on voulait rénover, on voulait changer le menu, faire vraiment un remix du branding puis de l'image, mais aussi à l'interne de vraiment comment on fonctionne. Puis là, c'était comme le défi de comment rénover quand tu es ouvert. C'était ça un petit peu difficile. Tu n'en pas farmer, mettons, un mois, peut-être ça. Pour ça, la pandémie nous a comme un peu aidé. On avait le temps en masse. On était fermé pour plusieurs mois. Donc là, on a pu vraiment tout refaire à tête reposée pour ça. Là, on va prendre le positif quand il y en a. Puis là, après ça, quand on a reparti, mais sous un nouveau logo, c'est là qu'on a changé le nom à Bar de Lancan. C'est pas un gros changement de nom, mais c'est vraiment juste comme pour clarifier. Puis tu sais, dans le nom, c'est bar, cuisine et ambiance festive. Fait que c'est les 3 thèmes. Parce qu'il y a ça aussi, il y a beaucoup un côté ambiance festive, des parties, des shows, tout ça qui fonctionne bien chez nous. Puis on voulait pas perdre ce qu'on avait acquis non plus, donc on a incorporé ça. Puis on a vraiment mis beaucoup d'efforts sur notre contenu publicitaire, sur les médias sociaux et tout, sur la bouffe, pour montrer que... Parce que souvent, le monde dit « Ah, il y a juste des ailes ou il y a juste des nachos. » Non, on a un menu complet. Fait que, mais on a vraiment été chercher une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas, qui n'aurait pas été dans un pub, dans une taverne. Ouais, tout à fait. Là, on a vraiment, dans le jour, on a des professionnels le plus. Le soir, on a beaucoup plus de groupes et de gens un petit peu plus général, je te dirais. Là, on couvre large côté clientèle cible. Ouais, je croirais, parce qu'on a eu notre partie de bureau, on était là, nous autres, puis j'ai été surpris justement de voir comment la clientèle était quand même jeune puis variée. Tu as bien raison. On va continuer à en jaser, Steve, mais je prends quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutaient via ma TV Outaouais. Je vous encourage fortement à vous rendre sur notre page YouTube. Sinon, on est sous forme de podcast sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud si vous voulez voir le reste de l'entrevue. Et puis, on va continuer à jaser, Steve et moi, évidemment, dans Canna Rose, mais aussi on va jaser qu'on jase de publicité puis de marketing parce que tu es là-dedans. Puis je trouve que c'est intéressant d'en jaser dans le contexte de modernisation puis tout ce qui se passe. Donc, merci beaucoup. Tout le monde devrait être à l'écoute. Et encore une fois, je t'invite à nous suivre sur nos médias sociaux. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais agréablement surpris de voir comment est-ce que la clientèle était variée. Puis c'était le party, là. Honnêtement. Là, ça levait en tabarouette. Ben, c'est vraiment ça qui est notre but, c'est d'avoir une place que le monde peut avoir du fun, d'avoir du bon temps, une bonne bouffe. Tu sais, c'est pas rien de sorcier, mais c'est vraiment de clarifier là-dessus. Puis je te dirais, on couvre vraiment large, comme je disais, dans les groupes d'âge. Tu sais, autant qu'on peut avoir des groupes qui fêtent une retraite, puis en même temps, on va avoir un party de 18 ans. Tu sais, sur l'heure du souper ou de 5 à 7, je te dirais que la clientèle est de trentaine et plus. Quand tu arrives les vendredis soirs, si tu arrives un vendredi soir à partir de 10h, mais là, c'est les 18, 19, 20 ans là, qui sortent. Là. Puis, je dois dire, ils n'ont pas pu sortir pendant 2 ans. Eux autres, hein? Ça paraît. Fait que, ben oui, ils découvrent ça. Là, on va dire ça comme ça. Fait que, non, on a bien du fun avec eux autres, là, c'est certain. Puis, mais tu sais, on a passé d'une vingtaine d'employés, puis là, l'été, on arrive proche de 50, là, avec la terrasse qui rouvre, là, comme la fin de semaine. Là, Mais ça a dû rouler parce que moi, j'avais un cours vendredi, un cours de karaté, on partage le même parking là, pour les gens qui nous écoutent, mais dans le fond, notre parking comme en L avec celui du bar, puis moi, j'arrive pour loin, je vois plein de chars, je dis « Tabarouette, qu'est-ce qui se passe ici? Le parking, il est plein. » C'est ça, j'ai réalisé, il faisait beau vendredi, je savais plus la l'ouverture. Ouais, c'était la première journée terrasse de l'année. Puis quand on parlait tantôt de la discipline puis être proactif et tout, là, je te disais, Germain est beaucoup comme ça, mais ma mère aussi, c'est que quand ils ont commencé à annoncer qu'il était pour faire beau jeudi vendredi, puis c'était la première journée de l'année là, au mois d'avril, donc lundi matin, ma mère était alignée, puis go, tout le monde, on prépare la terrasse. Parce qu'au départ, il y avait encore de la neige à la terrasse. Ouais, c'est pelleté, préparé, nettoyé, tout, fait que... Ils ont passé la semaine là-dessus, mes parents et l'équipe. Là, Puis je dis mes parents parce que je dois le dire, c'est eux autres qui étaient là pour préparer la terrasse. Là. Ah ouais. Mais ça, je trouve que c'est le fun parce que, premièrement, ils ont passé le flambeau officiellement.
Ben, officiellement, c'est mon père encore qui est C'est ton propriétaire. père encore? OK, Oui, je pensais mais on est vraiment 4 là, qui prennent les décisions. Là. Ok. Moi, mon frère et mon père et ma mère. Ouais. OK. Je pensais que c'était rendu juste toi et ton frère. Non, ça, c'est les défis, je te dirais. Non, mais les défis de transfert d'entreprise au Québec. Ouais. Puis là, mes parents, ils ont quand même juste 62. Là, il y a encore Ouais, des années encore en avant d'eux. Ben, je vais dire ça comme ça. Absolument. Mais, Puis ils ont l'air en mais forme, là. oui, non, c'est ça. C'est que ça va super bien de ce côté-là. Mais non, c'est un défi. Qu'est-ce que je voulais dire avec la parenthèse par rapport à ça? C'est que c'est un défi faire un transfert d'entreprise, les lois fiscales, les choses comme ça. Ok. C'est très restreignant. Là, restreignant, je sais pas si c'est un terme français, là, mais en tout cas, c'est très difficile côté, surtout fiscal. OK. Et ils ont tellement peur qu'il y ait des fraudes, quelque chose là, comme ça, qui mettent beaucoup de bâtons dans les roues au transfert. Là. Ça se fait, mais ça prend des structures spéciales d'entreprise, Ok. tout ça. Là. Surtout, nous, là, à cause qu'on est en immobilier, donc il y a beaucoup de valeur en actifs. Là. Mhm. Ben, quoi, je voulais en venir, de toute façon, c'est de dire que c'est fun de voir que, tu sais, ils pourraient demander juste à des employés d'aller faire, puis qu'ils se mettent encore les mains dans la boîte, si on veut, là, tu sais, puis de travailler fort encore comme ça, tu sais. Ben, je pense que c'est une valeur entrepreneuriale, ça, de vouloir se retrousser les manches puis à le faire nous-mêmes. Je pense que c'est une. Tu sais, je l'ai vu avec d'autres entreprises, même des plus grosses, que le propriétaire était là. Les deux pieds dedans et tout. Là. Ouais. Je pense que c'est une bonne chose. Faut pas être trop éloigné de ce qui se passe Ben, c'est sur ça, le c'est que t'as terrain. encore les yeux, t'as le nez dedans, fait que moi, je vois ça un peu comme, tu sais, les restaurants encore, tu vas voir des fois que le chef, souvent c'est une petite place, mais là, le chef, il sort, puis comment vous avez trouvé votre repas, tout ça, mais je trouve ça le fun, t'es en contact avec ton monde, t'es pas juste en arrière dans ta cuisine, ou ben non, si t'es rendu juste propriétaire, puis tu fais juste gérer ton équipe, tu sais, puis tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais. C'est bon parce que t'es proche de ta clientèle dans ce temps-là. Non, c'est certain. Puis c'est sûr que on n'est pas 1000 employés, puis on n'est pas multiplace comme mais on a quand même rendu une certaine grosseur de business qu'on pourrait être déconnecté, mais c'est important d'être proche de chaque chose. Puis c'est pas juste la clientèle, mais tout exemple dans la gestion des immeubles, là, savoir telle chose est cassée, telle chose est cassée, telle chose. Puis d'y voir rapidement. Là. En lisant sur l'encan, je me suis rappelé de vieux souvenirs que j'avais oubliés, mais vous avez reçu le Festival Country pendant bien des années. Écoute, le festival Country de Buckingham, à un moment donné, je ne me rappelle pas pourquoi là, exactement, ils ne pouvaient plus le faire à Buckingham, puis nous, on a acheté le festival, fait que c'est nous autres qui l'avaient. Okay. Puis on l'a fait 5-6 ans. Quelque chose comme, hein? Puis c'est nous qui avons changé de nom quand c'était juste en même temps que la fusion de la ville. Donc, ah oui, c'est ça. Ben ouais. Fait que là, c'était du festival Gatineau. Country du Grand Gatineau, c'est ça. Fait qu'on voulait aller chercher le restant de Gatineau. Ouais. Donc, ça, oui, écoute, c'était un des projets qu'on faisait. Ça fonctionnait bien. Écoute, on l'a monté, dans les premières années qu'on l'a poussé, on a monté à un bon 1400 caravaniers, plusieurs grands noms d'artistes, tout ça. Qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'à cause qu'on était en entreprise à but lucratif, on avait moins le droit de subvention, tout ça. Okay. Fait que on a commencé à baigner là-dedans, puis on n'était pas super habitués par rapport à ça. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on n'est pas amateur de country partout. C'était vraiment pour créer un événement sur place. Ça a bien fonctionné dans les années, mais écoute, à la fin, justement, vu qu'on n'était pas un amateur, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, des festivals comme ça, parce qu'une année, tu peux faire, admettons, un petit profit, puis l'année d'après, s'il pleut ou il fait froid, tu es dans le trou. C'est vraiment pas un projet. Il y en a qui le font, mais en tout cas, nous, il y en a d'autres que je connais très bien qui réussissent à faire ça, puis que ça fonctionne bien, mais nous, on n'aurait pas. C'était pas des projets pour dégager des profits. Mm-hmm. Mais reste que je trouve que me semble que ça donnait de la vie pareil au secteur. C'était ça le but, c'était vraiment de créer de la vie puis d'attirer des gens, nous, qui étaient pour par la suite magasiner chez nos commerçants. Dans le fond, c'était un peu ça que notre objectif. Là. Parce que tu crées quasiment un petit village pendant un week-end de temps. Oui, comme je disais, 1400 caravaniers, là, ça fait pas mal plus de monde sur le terrain. Mais c'est drôle parce que je me souviens qu'il y avait chez vous, puis après ça, il y en avait un pas loin de voir l'aéroport, me semble, quelque part dans ce coin-là, qu'il y en avait un comme 2 semaines après, ou la semaine après, ou quelque chose de même. Écoute, ça se peut, il y en a, comme il y en avait partout au Québec, mais il y en a probablement encore partout au Québec. Là, le gros, c'est Saint-André-Avelin. Oui, mais lui, il a commencé en même temps que nous, puis au début, il était plus petit que nous, mais lui, là, il a grossi, il a commencé à avoir des rodéos et tout ça, puis écoute, c'est un succès, ils le font super bien. Là. Le Festival Country Gatineau, il existe encore, ils le font plus en ville.
J'ai aucune idée c'est quoi l'ampleur. Là. On n'a pas suivi par après. Là. Okay. Non, ça a été des belles expériences. Énormément d'ouvrages. Ouais. Énormément d'ouvrages pour pas de profit. Donc, à un moment donné, on a dit, ben, écoute, beau travailler. Là, mais... c'est bien le fun, à un moment donné. Voilà, c'est ça. Il y a des bénéfices. Je veux qu'on parle marketing, parce que dans le fond, dans l'entreprise, je pense que c'est ton bout, ça, dans tout ce qui est marketing. Puis, oui, tout à fait. Puis ça fait combien d'années, mettons, que tu baignes là-dedans? Parce que je veux qu'on regarde la technologie, comment ça a changé, puis qu'est-ce que c'est. Ben, écoute, j'ai commencé, puis j'ai arrivé dans un timing assez intéressant. J'ai fait mon bac en administration, puis j'ai terminé en 2007. OK. Puis cette année-là, j'ai commencé à m'occuper de ce qui était marketing de nos entreprises. Donc, si tu recules 2007, c'était pas mal le début de Facebook. Ah ouais? Fait que, quand j'ai commencé... Moi, je pense que j'ai embarqué en 2012, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment les débuts, là. Okay. Dans ces années-là, c'était beaucoup plus les montages de médias traditionnels. On avait des plans annuels avec les journaux, la radio, la télé. Après ça, j'ai commencé à jouer avec les médias sociaux, avec Facebook. Puis dans ces années-là, un petit peu comme ce qui est arrivé par après avec Instagram, puis maintenant TikTok, il y avait peu d'entreprises. Puis de plus en plus de gens qui embarquaient, mais à cause de ça, il n'y avait pas tant de publications sur la plateforme. Fait que quand tu faisais une publication, tout le monde la voyait. OK. C'était un peu la même chose qui est arrivé avec les courriels quand ça a commencé. Là, les premiers qui faisaient dans les années 90 ou début 2000, là, les premiers envois infolettes, il y avait des taux d'ouverture de 99%. Là. Je me rappelle de faire des publications sans être sponsorisé qui rejoignaient comme 200 000 personnes. Là. C'est comme impossible à cette heure-là pour une entreprise locale là, de faire ça. Là. Mais là, fait que quand tu as commencé, c'était Facebook. Puis je me souviens d'avoir eu une conversation avec toi où ce que tu disais, tu as réalisé à un moment donné que, puis corrige-moi si je me trompe, là, je vais de mémoire, là, puis c'est flou un peu, mais quelque chose comme, tu sais, t'as arrêté d'investir dans ce qui était les médias traditionnels parce que ça valait même plus la peine par rapport à ce que tu pouvais avoir comme retombée de ce qui est rendu ce qu'on appelle médias alternatifs ou peu importe. Écoute, pendant des années, j'ai pas investi dans les médias traditionnels par la suite parce que c'était vraiment... moi, c'est vraiment... Je fais juste une comparaison de coût versus le reach d'audience que je peux avoir. Tu sais, souvent, sur le web, ils comparent d'une façon... ils disent, admettons, t'as tant... ça coûte tant par 1000 personnes vues. Fait qu'exemple, sur Facebook, tu fais une publicité, ça va coûter, mettons, 2$ du 1000 personnes qui l'ont vu. Là, si tu compares le prix avec les médias traditionnels, mettons, là, je te dis, mettons, un 2$, puis l'autre, il est 60$. Là. Fait que c'est même pas proche. Non, c'est ça. À quelques reprises, des fois, j'essaie de revoir, j'essaie quelque chose dans les médias traditionnels. Okay. Comme j'en ai fait un petit peu dans les dernières années dans les journaux, un petit peu. Présentement, avec le bar, j'en fais avec la radio pour nos mordus de l'humour qu'on fait, donc spécifiquement. Tu sais, c'est des choses que j'essaie, mais c'est vraiment... Je me garde toujours un petit budget, une petite partie de mon budget pour explorer, voir, même si c'est explorer des anciens médias, des fois, je veux juste voir l'impact que ça a, des choses comme ça. Donc... mais je me garde une petite partie de mon budget pour essayer des nouvelles choses ou des anciennes. Parce que d'un an à l'autre, ça fluctue. Là, le but, c'est de se faire voir, de se faire entendre, puis que les gens se rappellent de nous et notre message. Puis est-ce que tu vois qu'il y a des retombées encore des médias traditionnels? Ben, tu fais encore comme... Ben, il y a toujours une retombée. Il y a une certaine retombée, mais c'est toujours une question de coût. Ouais. Donc, il y a une retombée, mais est-ce que ça vaut la peine? Je pense que l'erreur souvent que le monde font, c'est ils vont s'entendre souvent. Là, je m'explique, c'est, admettons, je place, admettons, pour 20 000$ à la radio pour un an. Puis là, mais moi, je vais mettre la radio parce que je veux m'entendre. Là, je l'entends passer souvent. C'est cool, je m'entends passer souvent, fait qu'elle doit marcher. Ouais, mais tu sais déjà combien de passes tu vas avoir quand tu achètes ton... Oui, mais tu sais, quand tu t'entends, c'est le fun. Ouais, je te suis. C'est quasiment plus une question d'ego sans s'en rendre compte. Je m'entends, c'est le fun. Ouais. Puis là, il y en a d'autres, je t'ai entendu, ou je t'ai vu à la télé, ou je t'ai vu passer. Alors, fait que là, ça marche, j'ai 2-3 personnes qui m'ont vu. Mais tu sais, est-ce que ta clientèle cible t'a vu? Est-ce que la clientèle... Puis là, combien de personnes qui t'ont vu, puis à quel prix? Tu sais, c'est plus ces questions-là. Puis c'est... L'autre aspect des médias traditionnels, c'est très difficile à déterminer les retombées.
Fait qu'encore là, c'est pas une question de pas vouloir en faire, comme j'en fais un petit peu, mais je les vois plus pour plus une question de branding, se faire voir, question générale, mais pas vraiment pour un but spécifique autre que se faire voir. Là, mais tes données sont spécifiques, par exemple, sur le web, tout ça, tes outils, écoute, après ça, pour analyser ton argent, où est-ce que tu l'as dépensé. Tu peux aller très loin avec le web. Là. Ça dépend de ce que tu vends. Tu sais, exemple pour le beurre. Je ne peux pas savoir si les gens ont dépensé comme X montant d'argent au beurre. Parce que là, il faudrait que je puisse tracker les factures, par exemple. Mais ça c'est plus difficile. Mais tous les gens qui peuvent vendre des choses en ligne, ça, ils peuvent le savoir. Sans avoir le nom sur la personne, mais tu peux avoir un prix moyen. Genre, exemple, j'ai dépensé, mettons, 1000$ sur Facebook, puis ça m'a généré tant de ventes. Fait que là, tu sais clairement si c'est une campagne qui est un retour sur investissement positif. Tu peux l'avoir à scène près. Fait que là, ça, c'est assez intéressant. Là. Tu peux vraiment pousser précis. Là. Ça dépend du type de business. Comme, pour le bar, justement, presque toutes mes pubs, c'est une question de. Je pousse. Il y a des catégories de pubs là, sur les médias sociaux. Là. Je pousse beaucoup sur branding, puis que les gens se rappellent de moi. Là, ça me permet après ça, quand que je publie, exemple, des événements, des promotions, tout ça, que je vais chercher souvent, comme exemple, là, quand on fait des shows et qu'on vend des billets, j'ai vends habituellement assez rapidement. OK. Vendu l'humour, ça fait longtemps que ça roule? Ça fait une bonne année, là. OK. Ouais. Ça fonctionne bien, ça fonctionne plus que je ferais penser. OK. Le Parce défi. qu'à Hall, il y en a beaucoup déjà. Il y a bien des parcs qui faisaient déjà. Puis là, mais tu vois, je ne savais pas ici. Le défi qu'on avait, c'est qu'on n'est pas personne de nous qui connaît les contacts ou qui l'organiser et tout ça. Puis j'avais été approché par des groupes qui voulaient en organiser. Mais eux, évidemment, pour faire leur argent, ils voulaient faire à guichet fermé ou à vendre de billets. Puis nous, on voulait pas avoir de vente de billets pour ce show-là. On voulait que ça soit vraiment entrée gratuite. Okay. Là, on a trouvé quelqu'un dans l'équipe qui étudie là-dedans. Puis c'est une passion pour lui. Puis il connaît vraiment les contacts, tout ça. C'est lui qui book les humoristes, puis qui fait la promotion et tout. Puis là, on s'est entendu, là, présentement, c'est commandité par Miller Lite de Molson. Donc, pour couvrir le cachet, comme ça, on n'a pas besoin de charger. Là. Il couvre une partie, puis nous, on couvre l'autre partie. Là. Pour revenir à marketing, c'est quoi qui est la grosse bébelle présentement? TikTok, j'imagine? Ben, écoute, c'est certain, c'est une question de... Non, je te dirais, c'est Facebook. Ouais, encore? Oui. Ah ouais? Puis, bien loin en avant les autres. Ah oui, pour vrai? Parce que le monde me dirait, boomer... Mais c'est une question de clientèle. C'est une question de clientèle cible, premièrement. Là, ça dépend... Moi, la question, c'est qu'est-ce que tu vends, premièrement. Pas nécessairement. C'est plus... Puis longtemps, le monde a pensé que c'était rendu Instagram. Mais si je regarde les résultats puis le nombre de personnes et le nombre d'heures passées sur la plateforme Facebook, puis là, j'ai pas les statistiques, là, peut-être je offre, mais je pense qu'il ramasse au moins 75% du trafic médias sociaux présentement. Ah, c'est vrai. Encore. Puis le coût le coût de la publicité est encore très intéressant. Avec, puis là, c'est Instagram, pour ceux qui le savent pas, ça appartient aussi à Facebook, mais à Meta. Là. Quand tu fais une publicité, tu peux demander qu'il pousse dans les deux plateformes. C'est tout le temps ça que je fais. C'est toujours Facebook qui surperforme par rapport à Instagram. Là. La différence avec TikTok, je pense, puis c'est plus une question de créer un momentum à long terme. Quand je dis long terme, médias sociaux, je te parle dans peut-être de 6 mois, 2 ans. Là. Ouais. C'est se faire connaître. Là, il y a certaines vidéos qui peuvent devenir virales. À cause que, justement, il y a peu de contenu versus le nombre d'utilisateurs. Fait que t'es plus vu. Donc, si tu viens populaire sur TikTok, puis là, quand la plateforme, ça continue parce qu'elle est en croissance. Fait que, ça vient qu'à dépasser les autres, mais là, tu vas être bien positionné. Ouais. Je pense que c'est ça qui est la clé là, par rapport à ça. Mais comme c'est là, le King, c'est encore Facebook. Okay. Très clairement. Là. Ah, ben je trouve ça fun d'entendre ça parce que nous autres, on est plus actifs Facebook, là, plus que n'importe quoi. Puis, mais c'est ça, bien sûr. En tout cas, puis YouTube en deuxième. YouTube en deuxième? Oui. OK. Parce que ça, mes enfants, quand je parle de Facebook, les autres, pour eux autres, c'est déjà dépassé beaucoup. Là, fait que là, je me pose la question, on est encore, c'est encore là, je devrais investir du temps. Quand mais c'est une question de clientèle cible, tu sais. Parce que c'est vrai que les jeunes vont dire, puis ils disaient pas très longtemps, ils disaient la même chose avec Instagram, c'est plus sur Facebook que ça se passe, tout ça. Mais tu sais, les chiffres sont là encore. Là, donc, c'est pour ça, c'est plus comme
on le voit arriver dans les rétroviseurs, là, les autres. Il faut en tenir compte, il faut peut-être se positionner pour le faire. Mais c'est vraiment Facebook là, qui est là présentement. Là. Ce que je pense qui aurait fonctionné TikTok, c'est la vidéo avec les 3 gars là, qu'on avait faite. Ça terrasse. Oui, écoute. Il aurait pu avoir des bons tips TikTok avec ça. Oui, mais écoute. C'est ça le monde en a parlé de ce pub-là. C'est des choses qui est dans le processus, là, je pense. Là. Il y a plusieurs choses. Puis, écoute, faut pas non plus essayer de créer. Tu sais, ça, on l'a créé toute pièce, là, mais tu sais, des fois, c'est de passer du temps, je regarde la plateforme, tu sais, spécifiquement, je regarde des bars, j'essaie de trouver des bars ou des restaurants qui font des choses intéressantes. Il n'y en a pas tant au Québec qui sont embarqués beaucoup sur TikTok. J'en ai trouvé une couple aux États-Unis qui font vraiment des choses intéressantes. Des choses intéressantes qu'on veut faire aussi, parce qu'il y a des fois, il y a des affaires... je ne commencerai pas à demander à mon staff de danser, par exemple. Ouais, non. C'est mieux de faire attention à ce que tu fais aussi, ces médias sociaux. On l'a vu dernièrement avec la. Ah, écoute. Ouais, non, puis je ne veux pas embarquer là-dedans, mais ça, c'est une autre partie des médias sociaux. C'est une communication à deux. Ouais. Donc, c'est important d'avoir c'est ça, de penser à ton impact, puis penser à la discussion que tu peux avoir, puis tout ça. Puis, il faut être extrêmement agile, puis réfléchir dans chaque chose qu'on fait. Parce que des fois, ça peut déraper sur un bord comme sur l'autre, justement, comme qu'on l'a vu. Puis, pour cet exemple-là, je n'ai pas parlé publiquement à rien parce que c'est deux affaires, mais autant que je. Puis encore là, je veux faire attention à ce que je dis. Autant que je comprends qu'est-ce qu'elle a voulu faire, autant que je pense qu'il y a peut-être une meilleure chose à faire aussi de notre façon de faire, mais je comprends aussi Priscilla puis Jonathan, les deux petits cochons aussi, leur situation, c'est vraiment pas drôle. Ça, écoute, c'est une peur qu'on a toutes en entreprise. Quelque chose comme ça. C'est sûr, j'espère qu'ils peuvent se relever le plus rapidement possible. Mais mon but, c'était pas nécessairement de parler des autres, mais c'est juste pour dire comment est-ce que les médias sociaux, ça pardonne pas des fois. Il y a plein d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples. Là. Écoute, même des grosses entreprises qui ont des équipes de gestion, des équipes qui pensent juste à comment se positionner marketing. Un autre exemple, c'est Bud Light présentement. Ils ont voulu rajeunir, parce que ça a l'air drôle, parce qu'il me semble dans ma tête, Bud Light, c'était encore jeune, mais ça a comme vieilli. C'était plus vieux déjà. Leur brand répondait à une démographie plus vieille. Puis ils ont voulu rajeunir la brand. Puis ils ont embarqué sur le mouvement LGBT avec drag queen puis tout ça. Fait que ça a été... je comprends leur but, mais ça a comme dérapé. Là. Parce que là, ils ont rentré carrément dans le genre républicain comme démocrate aux États-Unis. Tu as tout le côté droite qui sont comme contre vouloir s'identifier à ce mouvement-là. Tu as l'autre qui sont pro ça, mais là qui blâme un petit peu Bud Light de essayer d'utiliser le mouvement pour des fins capitalistes. C'est comme... c'est bien maudit. Là. Il y a bien des sujets que t'es mieux de pas toucher là, aussi. Là. Non. Écoute, c'est pour ça que nous... Non, c'est ça. Puis il faut le naviguer. Ouais, t'as pas le choix. Quand t'as un mauvais commentaire, il faut le répondre parce que s'il y a un message qui part contre ton entreprise, faut que tu prennes la balle au bon pour être capable de répondre d'une façon pour tout le moins le sortir du débat public. Ça allait arriver des situations qui est arrivé quelque chose au bar, puis là, fallait le sortir du débat public. Là, exemple, quelque chose qui arrive, un client qui n'est pas content, puis tout ça, puis là, qui se plaint, puis là, ses chums se mettent à répondre. Là, OK, il fait telle minute, là, on veut répondre, on veut que les clients soient satisfaits. Fait qu'écoute, appelle-nous, on va en discuter. Fait que, mais juste en disant ça, on démontre qu'on est une ouverture. En une ouverture. Mais là, après ça, si on le sait que c'était l'exemple, c'était le client qui était dans le tort, mais tu peux pas le dire publiquement. Parce que là, c'est sûr que tu te fais envelopper. Mais parlant au téléphone, là, tu peux t'expliquer. Puis t'es plus sur Facebook. Puis en quelque part, c'est ça qui devrait arriver. Je pense que c'est la bonne façon de le faire parce que il y a des histoires comme ça que ça devient public. Puis en quelque part, comment je dirais ça? C'est que dans le fond, c'est trop facile de te retrouver à laver ton linge sale en public, puis alors que ça devrait se faire en privé. Comme exemple, si c'est un problème entre deux restaurants où il s'est dit quelque chose, ben tu t'appelles, puis tu discutes, puis c'est là que tu fais tes excuses. Puis c'est plate que tout soit devant tout le monde à cette heure. Fait que je devrais pas être dans cette sphère-là. Je suis dans cette sphère-là. Nécessairement, je suis en train d'enregistrer un podcast. Mais tout est comme micro
micro-analysé, puis là, il se crée des histoires avec rien. Ouais. On le voit dans toutes les sphères. Là, des fois, là, écoute, ça en est ridicule. Là. Je pense que c'est un balancier. Là. Les médias sociaux sont encore nouveaux, je pense, dans la société. Puis là, c'est une nouvelle bébite de communication globale qu'on ne sait pas trop comment le gérer. Là. On l'a vu, écoute, ça a déstabilisé les gouvernements là, à ce point-là. Donc, fait que, on va apprendre à l'apprivoiser, je pense que c'est. Parce que je pense pas que cette technologie-là va partir parce que c'est trop utile à la société. Donc, on parlait avant d'être en ondes, on parlait d'algorithme. Ça crée quand même l'algorithme veut te démontrer, il veut te montrer qu'est-ce que t'aimes, donc il va sortir des publications et des choses que t'aimes, mais là, c'est que ça a tendance à polariser le monde. Donc, faut apprendre à avoir un discernement par rapport à ça. Je me demande à quel point, comme gestionnaire d'entreprise, jusqu'où aussi est-ce que tu vas prendre en compte tout ce qui se dit sur les médias sociaux? Parce qu'avant, recule dans les années 80, mettons, pour parler de vous autres dans les années 80, tu vas entendre des commentaires à droite pas à gauche, une connaissance, un autre entrepreneur de la région, fait que t'as comme une vue, t'as une vue différente de ta propre image puis de ta propre entreprise versus aujourd'hui que tout et rien se dit ces médias sociaux. Ben écoute, je pense que c'est plus, il y a comme un effet multiplicateur à cette heure qu'il n'y avait pas avant. Mais il y en a toujours eu là, des rumeurs ou des choses négatives. Tout ça. Un caméras, mettons. Oui, c'est ça. Ça existe, c'est humain. Mais là, c'est juste qu'il y a des effets multiplicateurs. Donc, je pense qu'il faut apprendre à avoir un discernement. Puis, pas tout prendre pour du cash. Pas tout prendre pour de se faire affecter par le négatif. Parce qu'on ne viendra pas à bout. Il faut avoir la couenne solide. Oui, parce qu'il n'y aura plus de limite de moment donné quand tu commences. Non, c'est ça. Puis c'est de l'autre sens aussi. Là, quand le monde c'est bon. Attends une minute. Là, c'est pas parce que tout le monde. Ou ça semble avoir un discours que c'est bon puis il n'y a pas rien de négatif. Qu'il n'y a pas rien de négatif qui se passe. Il faut être capable de voir, écoute, y a-tu vraiment des choses. Oui, exactement. Y a-tu vraiment des choses que je peux améliorer? Là, comme ça, le discours est positif. Puis, comme exemple, avec le bar présentement, c'est comme vraiment positif le message depuis la réouverture. D'après-pandémie, là, on a vraiment des messages comme vraiment positifs. Je pense que j'ai pas vu peut-être un mauvais review sur comme 400 là, depuis un an. Mais il faut faire attention, il y a des choses toujours à corriger. C'est normal dans l'entreprise. Là. De là qu'il faut garder le nez dedans, puis connaître ton oui, produit, exactement, c'est ça. Mais à travers les années, par contre, moi, je n'ai pas souvenir de rien. D'avoir vu quoi que ce soit de négatif ou qui a pris de l'ampleur ou de scandalisant ou quoi que ce soit qui est sorti de chez vous. Là. Ça a toujours été une place familiale, les gens ils aiment aller là. C'est comme ça. Ça va avec le printemps aussi. C'est vraiment dirigé pour ça parce que c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on est. En partant, c'est une extension qu'on est comme la famille. Mais on est une place familiale parce qu'on est du monde familial. Puis c'est comme ça qu'on veut gérer notre staff, c'est comme ça qu'on veut dealer avec nos clients. Mais tu sais, ça serait de la bullshit de dire qu'il n'y a rien arrivé ou qu'il y a des choses potentielles qui auraient pu déraper. Puis tout ça. C'est quand que ça arrivait, on agissait rapidement. Parce que dans n'importe quelle entreprise, quand il y a des choses qui arrivent, si tu le laisses aller. Je te donne un exemple bien concret. Au début de la pandémie, puis là, peu importe qu'est-ce que les gens pensent là, sur la pandémie, là, c'est vraiment par rapport à l'impact de la communication là, sur la population. Il y avait eu certains bars là, un peu partout au Québec, il y avait eu comme des éclosions. Ils ont comme refusé de fermer ou ils s'objectaient, puis tout ça, puis ça a eu un mauvais impact, le message à la population. La population massivement a rejeté leur message de vouloir affronter. Fait que, nous, on l'a pris acte de ça. Fait que là, ils écoutent qu'on soit d'accord ou pas. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est de garder notre nom. Fait que, quand il est arrivé, à un moment donné, c'est arrivé que la plupart de nos employés, il y en a plusieurs qui sont quand même jeunes. Fait que souvent, ils faisaient des parties et tout ça en dehors de leur chiffre. Puis il y a eu une éclosion parmi le staff. Puis c'était quand même un bon week-end. Là. Il faisait beau. C'était pour marcher fort. Puis
Là, on avait 3, 4, 5 qui tombaient qui ne pouvaient pas rentrer, qui tombaient malades. Là, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, tu es understaff. Fait que là, ça aurait été compliqué. Puis le deuxièmement, mais là, c'était dans les mois que le protocole, il fallait avertir tous les clients s'il y avait des éclosions et tout ça. Fait que là, on a fermé. Oui, mais on a décidé de fermer. Ouais, tu sais, fermer pour nous un vendredi, samedi. Jeudi, vendredi, samedi. On a fermé 4 jours. Je me trompe pas, 4-5 jours. C'était un impact assez substantiel côté revenu. J'en doute pas. Mais on l'a vu comme un investissement dans le branding. Je veux dire, écoute, on aime mieux garder notre nom, qu'on est responsable, mais que pour protéger le monde, parce que à ce moment-là, on ne savait pas jusqu'où l'impact de la maladie était pour avoir. Fait que on a décidé d'être responsable puis de vouloir suivre ça. Mais c'était aussi par rapport, on voyait ce qui se passait à d'autres places, là, à d'autres bars, que ça a passé partout au national. Écoute, tu ne vas pas te ramasser là. Non, c'est ça. Ouais, encore là, c'est comme tu disais, tantôt, ça fait x10, c'est exponentiel, ça part fou des histoires de même, tu sais, puis en quelque part, ça aurait pu faire mal pour rien. Là, dans le fond. Non, exactement. Fait que là, tu sais, l'impact de ça, c'est quoi le coût de faire les manchettes pour les mauvaises raisons? Ben non, c'est ça. On le sait pas, mais c'est pas positif, donc on est mieux pas prendre de chance. Ouais. Non, c'est tout à votre honneur, vous avez bien géré ça. On pense à long terme aussi. Hein. On pense pas, écoute, on va perdre une semaine. Non, mais écoute, j'ai 39 ans, j'aimerais ça être encore en affaires dans la trentaine. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient comme projet? C'est encore en vie? Je pense qu'il y avait des condos qui s'en venaient en arrière. C'est toujours en vie. Ouais. C'est toujours... écoute, en arrière du IGA, ça, c'est un projet de construction gérique. Okay. Ça, on a vendu le terrain à gérer. Fait que ça écoute, ça va être à eux de décider quand, là, mais je sais que ça s'en venait bientôt, là, fait que dans les prochaines années. Il y a comme un 330 portes à peu près dans ces eaux-là qui s'en vient là. Semi-familial et tout ça. Là. Fait un projet vraiment traditionnel. Là. Ouais. Nous, sur notre côté, où il y a justement les toits de vendeurs, là, comme je te disais tantôt, qu'est-ce qui s'en vient, c'est ça. Là. Donc, c'est là. Oui. Je pensais que ça a été ce qui était dans l'ancien champ... attends, c'était où? Le champ de balle en arrière? Ouais. Mais ça, c'est le projet de gérer qui est là. OK, c'est là. Okay, ça, moi, c'est vraiment en arrière là, de Saint-Hubert et tout ça. Là, pas en arrière de Saint-Hubert, mais en arrière où il y a les toits de vendeurs. Oui. Ça, on parle de condo? Oui, comme c'est là. Puis là, je dis comme c'est là parce que on est encore en train de travailler avec les différents ministères, puis la ville, puis tout ça. Là, mais on parle d'un 4 immeubles de 4 étages. Là. OK, quand même. Avec stationnement souterrain, ascenseur et tout. Là. OK. Tu veux intégrer des commerces à même des bâtisses? Tu vois ça à cette heure? Comme c'est là, on parle d'avoir une bâtisse avec des commerces au rez-de-chaussée. Okay. Fait que ça ressemble un petit peu, je te dirais, pas la même envergure, mais un petit peu comme à Agora sur le plateau. Mm-hmm. Okay. Ouais, dans ce concept-là. Les nouveaux concepts en urbanisme, là, quand on développe des projets, évidemment, la ville veut le densifier. Puis il y a certaines zones dans la ville qui veulent densifier. Puis là, on parle, exemple, par rapport au corridor du Rapibus, beaucoup, puis des transports en commun. Puis l'extension, ça selon la ville, l'extension du Rapibus à partir de voir l'aéroport, c'est sur l'autoroute, puis c'est jusqu'à chez nous. Okay. Je dis pas que le Rapibus va venir jusqu'à chez nous, mais les lignes, c'est comme dans les plans de STO, c'est qu'ils partent de chez nous, qui fournissent plus le Rapibus à partir de chez nous. Puis à partir de chez nous, ils desservent Masson-Angers-Buckingham. Donc, nous, on a le zonage pour densifier puis avoir des services de proximité. Donc, c'est pas chez nous qu'il va y avoir le prochain Walmart. Là. Donc, je te dis pas, j'ai rasé de le faire le 1er avril, par exemple. Ça me tentait. Ça avait sorti, je pense que c'est un journal, quelque chose comme ça, local, là, qui avait sorti ça dans les dernières années. Là, puis ça avait fait ça. J'ai le 1er avril, je devrais le faire, là, mais je l'ai pas fait. Mais non, c'est ça, les grandes surfaces, c'est vraiment, exemple, les grandes surfaces dans le coin, c'est sur l'avenue Lépine. C'est là vraiment qu'il y a le zonage. Mais nous, c'est des services avec proximité. Il n'y a pas ça en urbanisme, c'est un noyau de quartier. Donc, c'est sûr, qu'on va avoir, on a du bureau, on a du commercial, puis du résidentiel. Okay. Fait que c'est vraiment ça, les projets, c'est vraiment tout intégré, pas juste comme une bâtisse commerciale. Ça va être de moins en moins ça. Tu sais,
les grosses trips commerciales, là, comme les promenades, tout ça. Ça va être de moins en moins ça. Ça va être vraiment des projets plus intégrés. Tu sais, on le voit, avec exemple, aux Galeries d'Elmer. Ils ont rénové puis ils ont mis les résidences par-dessus. Là, ça va être vraiment ça, les nouvelles mouvances. Ouais. Non, mais j'ai hâte de voir ça. Merci, Steve, d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir de jouer avec toi. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.